Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Méditerranée. Et pour commencer, puisque nous entrons dans la période appelée trêve des confiseurs, nous allons demander à Jean-Philippe Coustillère quels seraient les souhaits qu'il formulerait pour notre Méditerranée, pour nos Méditerranées. La Méditerranée est manifestement dans un état de crise avancé et qui chaque année se révèle un peu plus dramatique qu'elle ne l'était avant. Quand on pense à la Méditerranée de 1995 avec les ambitions du processus de Barcelone, quand on pense même à ce qu'était la Méditerranée avant les révoltes arabes de 2011, on se dit que malheureusement on descend tous les jours un peu plus vers le gouffre. Le pire n'est jamais sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer, notamment en 96 ? En 96, j'aimerais bien je souhaiterais que déjà Daesh continue à péricliter comme on commence à sentir aujourd'hui divers reculs sur le terrain. On peut même s'interroger si la vague de terrorisme en Europe, au Maghreb, en Turquie, n'est pas un échappatoire pour Daesh face à des échecs, certes modestes, mais qui commencent à poindre dans la zone Syrie-Irak. Donc déjà que le Daesh cesse son expansion, l'expansion en Libye est grave, il convient que très rapidement on prenne en compte cette expansion et qu'on y apporte des réponses. Des réponses qu'il conviendrait d'être surtout politiques, car les réponses militaires n'ont jamais une très grande durabilité, surtout si elles ne sont pas accompagnées de mesures permettant de rétablir et de maintenir la paix. Donc, effectivement, Daesh, Irak, Syrie, continuaient à perdre du terrain. Daesh l'empêchait de s'installer plus qu'elle ne l'est déjà en Libye. Et enfin, toujours sur ce pourtour méditerranéen, arrivait à obtenir une certaine solidarité entre les trois pays centraux du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, pour qu'ils prennent en compte la menace de Daesh qui pèse chaque mois un peu plus sur leurs épaules, avec chaque mois de nouvelles découvertes de réseaux, quand ce ne sont pas la surprise de tentats qui, comme il y a 10 jours, je crois, a frappé encore une fois la Tunisie et qui finit par mettre ce pays à genoux. Évidemment, quand ce pays sera à genoux, il versera inévitablement dans l'extrémisme, il sera repris par Daesh et nous aurons à 1 heure de vol de Marseille un pays qui ressemblera à ce qu'est la Syrie aujourd'hui. Ça, ce sont des événements, des situations contre lesquelles il faut absolument s'armer. Toujours en Méditerranée, la côte nord de la Méditerranée est en crise aussi. Crise en Grèce, que va devenir la Grèce ? On parle de la voir sortir de la zone euro, ce qui me paraît extrêmement dangereux. Mais crise aussi dans des pays comme la France, frappés par des attentats, et qui, à chaque attentat, remet en question un certain nombre de fondamentaux, perd un peu plus ses convictions. Il conviendrait, là aussi, qu'une certaine solidarité se fasse entre les factions politiques qui existent chez nous et qui cessent à chaque événement, après une vague démonstration de solidarité et de façade pendant 3-4 jours, à véritablement se mettre d'accord pour lutter contre ce risque plutôt que de se déchirer entre eux. Donc, finalement, le mot que j'aimerais voir mis en exergue en 2016, c'est véritablement le terme de solidarité. Solidarité au sein des pays, c'est valable pour la France, c'est valable pour la Grèce, c'est valable pour la Tunisie, c'est valable pour l'Algérie. On vient d'assister en Algérie à un certain nombre d'éliminations de fonctionnaires remerciés dans des ministères
qui sont extrêmement importants pour la vie de l'Algérie. Donc, il faut, pour faire front aux menaces qui pèsent sur nous, il faut être solidaire à l'intérieur de nos pays. Il faut être solidaire entre les pays riverains, retrouver la conviction que nous avions en 1995 lors du processus de Barcelone, et non pas seulement sur des questions économiques, mais aussi sur des questions de politique et de sécurité. Tout cela couvert toujours par ce même mot de solidarité qui, me semble-t-il, plus la crise s'aggrave, plus ce mot perd de son sens autour de la Méditerranée. Maintenant, nous retrouvons M. Buty et, bizarrement, il va nous parler du lien entre les Barbaresques et Saint-Tropez. Oui, Saint-Tropez, dans le Var. Mais au préalable, on voulait lui demander pourquoi il manifeste cet intérêt pour les barbares, pour la piraterie. Cet intérêt, donc, personnellement, est lié à des recherches que j'ai menées dans le cadre de ma thèse de doctorat sur un petit port méditerranéen, aujourd'hui, qui est dans l'imaginaire, et même plus un grand port, c'est Saint-Tropez. Alors Saint-Tropez était au XVIIe et XVIIIe siècle un port de commerce, plutôt un port d'armement important. Les Tropéziens avaient une flotte marchande qui se situait après celle de Marseille et de La Ciotat. On a du mal aujourd'hui à imaginer cette activité des Tropéziens qui en fait allaient mettre leurs navires au service des affréteurs n'ayant pas ou peu de flotte. Donc les Tropéziens partaient pour louer leurs navires à des gens de Livourne, mais aussi d'Alger, de Tunis, de Salonique, d'Alexandrie, de Constantinople. On a du mal à imaginer ce bouillonnement de la part des Tropéziens. Et donc, en partant du travail sur Saint-Tropez, j'ai croisé, bien sûr, en Méditerranée, des corsaires. J'ai croisé aussi une image qui est accolée et véhiculée à propos de Saint-Tropez, la cité corsaire. Combien de fois trouve-t-on cette appellation? Alors, y a-t-il eu des corsaires à Saint-Tropez? Oui, des corsaires, cependant, qui venaient agir dans l'arsenal de Toulon, sur des bâtiments marchands armés en course à Toulon ou à Marseille, et puis qui menaient aussi, ce qui est beaucoup moins connu, une petite course côtière, une petite course littorale. Comme on dirait la petite pêche côtière ou le petit cabotage, il y avait aussi la petite course. On se place derrière, dans les îles de Porquerolles par exemple, et puis lorsqu'arrive une tartane ou une barque de Naples ou de Gênes, eh bien on fonce sur ces bâtiments, à condition que ce soit en période de guerre. Car n'oublions pas, les corsaires agissent uniquement en période de guerre. Mais pourquoi les corsaires avaient-ils choisi Saint-Tropez? Alors, ce sont les Tropéziens. Ce sont les Tropéziens qui arment des navires et qui deviennent corsaires en période de guerre. La course n'intervient qu'en période de guerre. Sinon, c'est la piraterie. Donc, en période de guerre, eh bien, lorsque le trafic maritime est perturbé, et lorsqu'il y a des bâtiments qui passent dans le camp des ennemis qui peuvent devenir alors des proies, eh bien ça constitue un substitut au commerce. Le commerce étant troublé, eh bien avec la course, on peut en quelque sorte avoir un manque à gagner et peut-être même faire quelques fortunes. Mais là, c'est très difficile à évaluer. La course a-t-elle été profitable? On dit bien souvent que c'était une loterie. Elle peut rapporter beaucoup, mais aussi des faillites. C'est difficile à mesurer les gains de la course. À Saint-Tropez, on peut les trouver par exemple de manière indirecte. L'achat d'une grande bastide, l'achat de propriétés, qui proviennent des fruits de la course. Et les activités de course aussi à Saint-Tropez peuvent apparaître à travers quelques macarons dans la rue Allard. À Saint-Tropez, il y a une porte en serpentine verte et qui est surmontée de deux figures. C'est la maison dite du mort et du nègre, parce qu'il y a un mort et un nègre représentés. Et il s'agit sans doute d'une maison appartenant à des marchands de Saint-Tropez et a participé aux activités de commerce avec l'Afrique du Nord, peut-être même avec le Proche-Orient, mais qui peut-être aussi a participé à des activités de course. Alors, bon, il y a aussi quelques légendes. On raconte par exemple que les couleurs de Saint-Tropez, les couleurs de la ville, c'est le rouge et le blanc. Et il y aurait eu, en fait, en France, deux seules villes autorisées à avoir ces couleurs, c'est Saint-Tropez et Saint-Malo. Bon, en fait, il faut quand même rappeler que Saint-Tropez, qui avait été évacué, qui avait été abandonné à la fin du XIVe siècle, est recréé en 1470 par des familles venues de la rivière de Gênes. Or, les couleurs de Gênes, c'est le rouge et le blanc.
Donc il y a eu l'adoption en quelque sorte de la cité-mère. Et pour terminer, Marcel Barbero est notre invité, une fois encore, et nous lui avons posé la question, est-ce qu'on n'a pas tendance à culpabiliser un peu les automobilistes en ce qui concerne la pollution? Ah, les automobilistes représentent une contribution significative, mais elle est très loin de certaines autres contributions. Je vais prendre par exemple le cas des océans, de l'océan mondial globalement. Bien, l'océan, vous le savez, à travers le plancton, est un consommateur majeur de gaz carbonique. Donc, il contribue à réduire l'effet de serre. Or, à l'heure actuelle, le développement de mers de plastique dans les eaux calmes, dans certains secteurs souvent très éloignés des zones de production, les effets de pelliculaires dus à l'emploi de détergents ou encore les effets hydrocarbures contribuent à créer à la surface de la mer des écrans à la pénétration de la lumière et donc à la production de phytoplancton. Ce phytoplancton sert d'alimentation aux animaux microscopiques marins, ce que l'on appelle le zooplancton, et à toute la chaîne alimentaire qui contribue à la production des océans. Donc à la fois ce phénomène engendre une diminution de stockage de CO2, mais également une perte très forte de la productivité des océans, aussi bien en crustacés, en mollusques utilisables par l'homme, que en poissons, et certaines espèces, vous le savez, sont très fortement menacées par ce processus. Et l'élévation du niveau de la mer qui va résulter en particulier de la fonte des glaces au Spitzberg et à l'Antarctique va contribuer encore à modifier les conditions hydrodynamiques des grands courants au niveau océanique. Cette diminution de stockage de CO2 qui va augmenter la température va créer sur le phénomène El Niño des effets encore amplifiés, et vous savez que ce phénomène, dans l'hémisphère sud, est à l'origine de catastrophes écolo-océaniques particulièrement fortes, en particulier en augmentant certains phénomènes comme les tornades, les cyclones, voire les raz de marée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, mais on se retrouve quand même le 1er janvier. À bientôt. Bye bye.